Alors imaginez un instant un monde. Un monde où chaque mot, une fois prononcé, disparaît. Pour toujours. C'est de là que part notre histoire. C'est une véritable épopée qui va nous emmener des tambours parleurs en Afrique jusqu'à cette bibliothèque, et oui, cette bibliothèque infinie qu'on a tous dans la poche. La question, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Pour commencer, il y a cette citation, elle est vraiment puissante, de John Archibald Wheeler. Ce que nous appelons le passé est construit de bits. C'est fou, non? Ce que ça veut dire, en fait, c'est que notre passé, même le plus lointain, il est fait de la même matière première que notre monde numérique d'aujourd'hui. De bits, d'informations. Et ça, c'est vraiment l'idée centrale qui va nous guider. Absolument tout, que ce soit une pierre gravée il y a des millénaires ou une ligne de code, tout ça, au fond, c'est de l'information. Alors, premier arrêt, on va plonger dans un monde sans écriture. Un monde où l'information, eh bien, elle reposait entièrement sur la mémoire humaine. Essayons d'imaginer à quoi ressemblait la vie quand une pensée, une fois dite, s'envolait pour de bon. Il faut bien se représenter les limites d'un système comme ça. Chaque parole, c'était comme une bouffée de vapeur dans l'air froid. C'était tellement éphémère que, imaginez le simple phénomène de l'écho, ça devait paraître magique. L'information, elle ne pouvait pas voyager, ni loin dans l'espace, ni loin dans le temps, à travers les générations. Le savoir d'une communauté, c'était un trésor, mais un trésor incroyablement fragile qui tenait uniquement dans la mémoire collective des gens. Mais bien sûr, l'ingéniosité humaine, elle trouve toujours un moyen de repousser les limites. Prenez les tambours parleurs d'Afrique. Attention, ce n'étaient pas juste des simples signaux genre bam, bam, bam. Non, non, c'était une véritable technologie de l'information. Ces tambours, ils reproduisaient les tons, les rythmes de la langue et permettaient d'envoyer des messages super complexes à des kilomètres à la ronde. Et ce qui est fou, c'est que pendant des siècles, cette technologie est restée un vrai mystère pour les étrangers. C'est la preuve éclatante que même dans un monde sans écriture, le besoin de communiquer peut donner naissance à des outils d'une sophistication incroyable. Et puis, tout a basculé. La première grande révolution de l'information. Et elle n'a pas seulement servi à enregistrer la parole, loin de là. En fait, elle a littéralement reconfiguré notre cerveau, notre manière même de penser. Voilà, c'est ça, le grand basculement. On passe d'un savoir qui est vécu, qui est concret, ancré dans l'instant, à un savoir qu'on peut stocker, qu'on peut transporter. Et surtout, qu'on peut analyser. L'écriture, en fait, elle nous a permis d'organiser le monde, de le mettre dans des cases, des catégories abstraites, de prendre du recul par rapport à nos propres pensées. C'est vraiment un changement fondamental dans toute l'histoire de la pensée humaine. Alors là, il y a une petite expérience de pensée qui illustre ça de manière saisissante. Imaginez, on pose une question de pure logique à une personne d'une culture orale. Dans le Grand Nord, où il y a de la neige, tous les ours sont blancs. De quelle couleur sont les ours là-bas? La réponse typique, c'est « Je ne sais pas, j'ai vu un ours noir, j'en ai jamais vu d'autre ». Ce n'est pas du tout un refus de la logique, attention. C'est un ancrage total dans le réel. Pour cette personne, le savoir, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vécu. Point. Et la réponse d'une personne lettrée, elle, est radicalement différente. D'après vos paroles, ils devraient tous être blancs. Et voilà. Tout est là dans cette petite phrase. D'après vos paroles. Ça montre que l'information s'est complètement détachée de la personne qui parle. D'un coup, elle existe par elle-même, de manière autonome. On peut la manipuler, la questionner, en tirer des conclusions, sans jamais avoir vu un seul ours blanc. L'écriture, en fait, elle n'a pas juste enregistré le monde. Elle a carrément créé un monde de l'information. Grâce à l'écriture, l'humanité a pu commencer à construire de véritables cathédrales de savoir, brique après brique. On pouvait enfin s'appuyer sur le travail des générations d'avant, le vérifier, le critiquer et bien sûr, l'améliorer. Il faut bien se rendre compte que sans l'écriture, pas d'histoire, pas de science, pas de philosophie, en tout cas pas comme on les connaît. C'était ni plus ni moins que la première mémoire externe de l'humanité. Bon. Après avoir conquis le temps en fixant l'info sur du papier, la nouvelle frontière, c'était l'espace. Et là, on entre dans une phase d'accélération, mais alors vertigineuse. C'est le début de la création d'un véritable système nerveux pour la planète. Ce qui est vraiment frappant quand on regarde ça, c'est l'accélération. Le rythme devient fou. Pensez-y, on passe de plusieurs siècles entre l'imprimerie et les premiers messagers rapides à quelques décennies seulement pour le télégraphe, puis à peine quelques années pour le premier câble transatlantique. La communication devient quasiment instantanée. Ça prépare complètement le terrain pour le monde en temps réel qu'on connaît aujourd'hui. Cette citation de Hawthorne, elle capture ce vertige à la perfection. Il faut s'imaginer le choc. Pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, une pensée pouvait aller plus vite qu'une personne. Le monde, d'un seul coup, a semblé beaucoup plus petit, comme unifié par ce qu'il appelle quelques misérables fils. C'était, en quelque sorte, la naissance d'une conscience planétaire. Mais attention, toutes ces technologies, que ce soit le télégraphe ou la radio, elles ne faisaient que transporter l'information. La vraie,
La véritable percée, celle qui a donné naissance à tout notre monde numérique, ça a été de comprendre ce qu'est l'information elle-même, dans son essence la plus pure. Et là, on touche à un point qui est essentiel et qui est complètement révolutionnaire. Des pionniers comme Claude Shannon ont compris un truc génial. L'information, ce n'est pas le papier, ce n'est pas le câble, ce n'est pas l'onde radio. L'information, c'est une mesure abstraite. C'est la réduction de l'incertitude. Pour faire simple, imaginez qu'on lance une pièce de monnaie. Tant qu'elle est en l'air, il y a deux possibilités. L'incertitude est maximale. Au moment où quelqu'un dit « c'est pile », hop, l'incertitude tombe à zéro. Eh bien voilà, ça, c'est l'information. Et l'atome de cette nouvelle science, c'est le bit. C'est l'unité la plus simple qu'on puisse imaginer. Un choix entre deux options. C'est tout. Pile ou face. Oui ou non. 1 ou 0. Et ce qui est absolument génial avec le bit, c'est que c'est universel. On peut tout traduire en une suite de bits. Absolument tout. Les lettres d'un texte, les couleurs d'une photo, les notes d'une musique. Le bit, c'est devenu le langage commun qui a permis aux machines de se parler et de manipuler n'importe quelle sorte d'information. Et voilà, cette révolution nous amène tout droit à aujourd'hui. Le vieux rêve d'un accès total à toute l'information, eh bien, il est devenu réalité. Mais vous savez, c'est un peu comme dans les contes de fées. Parfois, quand le vœu est exaucé, ça crée de tout nouveaux problèmes. Juste pour se donner une idée. En 2008, Wikipédia, c'était 11 millions d'articles. 11 millions! Aujourd'hui, ce chiffre a plus que quintuplé. C'est juste vertigineux. Ça donne une petite idée de l'échelle de l'information qu'on a là, maintenant, au bout des doigts. C'est une somme de connaissances qui dépasse tout, mais alors tout ce que les plus grandes bibliothèques de l'histoire auraient pu imaginer. Et c'est là qu'on arrive au paradoxe central de notre époque. On a réglé le problème de la rareté de l'information. Fini. Sauf qu'on se retrouve face à un problème peut-être encore plus compliqué, son abondance. Une abondance qui est juste écrasante. La nouvelle question, ce n'est plus où trouver l'info, c'est comment trouver la bonne info. Comment on fait pour distinguer le signal du bruit? On le vit tous les jours, ça. L'abondance de choix sur les plateformes de musique ou de films, ça peut carrément nous paralyser. On passe notre temps à préciser nos recherches pour espérer trouver la bonne information. Les gens qui gèrent Wikipédia, ils passent leur vie à débattre de ce qui est assez important pour être inclus et ce qui ne l'est pas. Dans ce véritable déluge, les outils qui nous aident à chercher, à trier, à filtrer, ce sont nos bouées de sauvetage. Sans eux, cette fameuse bibliothèque infinie, ce serait juste un chaos total, complètement inutilisable. Au fond, ça résume parfaitement tout notre parcours. On a maîtrisé la production, le stockage, la transmission de l'information. On a cette base de données immense, un peu chaotique, mais voilà le truc. Avoir accès à une infinité de données, ça ne veut pas dire qu'on les comprend. Et encore moins qu'on sait comment les utiliser avec discernement. Le chemin qui mène de l'information à la connaissance et de la connaissance à la sagesse, il est encore long. Et c'est donc la question qui reste en suspens. Toute cette histoire de l'information nous a amenés précisément ici. La technologie nous a donné des outils d'une puissance absolument inouïe. Mais le défi aujourd'hui, il n'est plus vraiment technologique, il est humain. C'est à nous tous qu'il revient de naviguer dans ce déluge pour en tirer non seulement du savoir, mais de la sagesse. Et cette quête-là, eh bien, elle ne fait que commencer.